Bonjour, je suis Bertrand Gimonet, le papa d'un petit homme, mon deuxième enfant, qui est décédé suite au secouement effectué par une assistance maternelle agréée. Mon fils est né en 2014. Dès début septembre, nous avons mis nos deux enfants chez une nouvelle nourrice. Tout se passait bien et le vendredi soir, quand je suis venu les chercher, j'ai trouvé mon fils Tom dans un état de pâleur extrême, inquiétant. Il est clair qu'il n'était pas dans un état normal, si je puis dire. J'ai questionné la nourrice qui m'a dit que tout se passait bien, il n'y avait pas de souci. J'habite à 4 minutes de chez elle en voiture. Je le prends dans les bras habituellement et là mon fils Tom vomit sur moi, mais d'un jet très important, vraiment fort. Mon épouse rentre, je lui raconte ce qui se passe. Il est trop tard pour aller voir notre médecin. Et on décide le lendemain matin, dès la première heure, dès 8 heures, d'aller voir notre médecin traitant. Après examen, il conclut à une rhinopharyngite. On part avec l'ordonnance classique Doliprane. Le week-end se passe plus ou moins bien. Enfin, les nuits sont pas géniales, il ne mange pas correctement. Donc on décide de le mettre dans la nacelle à côté de nous, dans notre chambre, pour surveiller. Moi, je dois partir en déplacement. 3 jours après, un coup de fil de mon épouse le soir, comme quoi l'état de Tom s'était dégradé. Et donc, elle a décidé d'envoyer ses parents aller chercher pour l'emmener aux urgences pédiatriques. C'était une bonne décision. Il faut savoir que Tom était assez particulier. C'est un enfant qui communiquait beaucoup par le regard. Et quand on l'avait dans les bras, il cherchait le contact avec les yeux. Il cherchait à tout communiquer avec les yeux, chose qu'on n'avait pas avec les autres enfants. Et c'est un enfant extrêmement souriant. On l'appelait Tom le Bienheureux. Et ce caractère-là, cette personnalité-là qui caractérisait mon fils, on ne l'a pas retrouvé. On l'avait perdu en fait. C'était une potentielle allergie à la protéine de lait de vache. À l'hôpital, voyant qu'il allait bien, on est sorti le samedi. Nous avons passé un week-end exceptionnel. Il faisait beau. Le dimanche, on a retrouvé notre fils en fait. Il a commencé à ressourire, il a commencé à aller beaucoup mieux. Et donc on était en famille à la maison et tout ce qui s'était passé, c'est derrière nous. Je prends mon lundi toute la journée, j'avais besoin de décompresser. Mon épouse va emmener nos 2 enfants chez elle à 8h. J'entends mon téléphone sonner à 14h30, j'arrive trop tard et je lis le message et j'entends ma compagne me dire « Bertrand, dépêche-toi, Tom a fait un arrêt cardiaque chez elle ». Mon cerveau s'est arrêté immédiatement. Je suis changé en 2 secondes, foncé dans la voiture et foncé en direction de chez la nourrice qui est à quelques minutes de chez nous. Et c'est là que je vois mon fils, les 4 membres écartés, allongés sur une table basse, avec déjà un pompier en train de faire un massage cardiaque. Son cœur repart. Ça, c'est une chance inouïe qu'on a. Et il s'est bagarré jusqu'au bout. Donc l'équipe du CHU de Besançon vient se poser juste à côté en hélicoptère. Il est préparé, emmené au CHU de Besançon, dans une petite salle de réanimation pédiatrique, où là, déjà intubé de partout, dans le nez, dans la bouche, des électrodes dans tous les sens. Il est sous respirateur, il est dans le coma profond. La neuropédiatre et une infirmière me prennent à part pour m'annoncer que Tom a été maltraité plusieurs fois, 3 fois. Et cette maltraitance, c'est le syndrome du bébé secoué. C'est un traumatisme crânien non accidentel effectué par un adulte. C'est vraiment l'incompréhension des pleurs de l'enfant, du besoin de l'enfant associé à la gestion de la colère de l'adulte, qui va entraîner un geste de maltraitance. Genre, je jette mon enfant contre le mur, contre le matelas, ou je vais le secouer dans la majorité des cas. Un bébé, toute sa musculature n'est pas développée. C'est pour ça qu'on tient le bébé, qu'on le couche, qu'on le prend, etc. Sinon, sa tête tombe toute seule. Pour le cerveau du bébé, c'est comme un choc frontal en véhicule de plus de 90 km/h. Le cerveau du bébé, il n'occupe pas tout le volume de la boîte crânienne. Il y a de l'espace entre le cerveau et les os de la boîte crânienne. Donc pendant ce mouvement de balancier extrêmement violent, le cerveau, c'est comme une cacahuète quand on la secoue. On sent que ça choque. Les vaisseaux sanguins, les veines ponts vont s'étirer, se déchirer, ce qui va créer des saignements, des hématomes sous-duraux. Le globe oculaire aussi va se balloter. Et on va avoir des hémorragies rétiniennes, du sang au niveau de la rétine. La moelle épinière aussi va être impactée. Voilà les conséquences immédiates. Il y a différents examens qu'on fait. C'est une multiple d'examens, c'est un scanner pour voir les saignements. Après, c'est l'IRM, voir les dégâts. C'est un fond d'œil pour voir si on a une hémorragie au niveau de la rétine. Une radio du squelette entier. Après, on aura fait un électroencéphalogramme pour voir l'activité cérébrale. Enfin, il y a une multitude d'examens associés à nos témoignages, associés à ce qui s'est passé à l'historique, qui va permettre d'orienter les médecins pour poser un diagnostic. Pendant 12 jours, on va rester à côté de notre fils. Même s'il est dans le coma, il continue à grossir, à grandir. Le visage qu'il avait, ça ressemblait plus à notre fils avant qu'il soit secoué.
Il est mort 2 fois le jour où il a été secoué, parce que c'était Tom bienheureux, et puis là c'est Tom dans le coma. Donc pendant 2 heures d'entretien, c'est plus un interrogatoire, comment on s'occupe de nos enfants, comment on a choisi cette maternelle, quand on l'a déposée, est-ce qu'on l'a visité, est-ce qu'il y a des soucis. Cette Béatrice me téléphone, en fait, depuis que l'arrêt cardiaque, elle a harcelé mon épouse, ma belle famille, moi, pour avoir des nouvelles. Donc je montre à la neuropède, regardez, voilà, elle m'appelle, elle me dit, répondez plus, ne lui parlez plus. Quand on secoue un enfant, les conséquences sont immédiates en fait. Donc ça veut dire que nous, on a posé notre enfant à 8h, il a fait un arrêt cardio-respiratoire à 14h30, donc s'il s'est passé quelque chose chez elle. Le 10 octobre, on fait un bilan avec toute l'équipe médicale. Au fur et à mesure des examens, son cerveau s'atrophie. Son cerveau était mort, aucune chance de retrouver Tom, même handicapé. Il n'y a plus de répondant, donc la décision de le débrancher est logique. Donc avec mon épouse, on a décidé de le débrancher le dimanche 12 octobre à 14h. Il est dans nos bras. Et pendant 2h15, on va l'accompagner. C'est un devoir, c'est aussi une dernière chose qu'on peut faire pour lui, pour l'aider à passer ce cap. Quand on l'a tout débranché, pendant 1 heure, il a respiré correctement. Normalement, en fait, c'est assez surprenant. Et puis après, c'est là que après, pendant 1h15, on sent qu'il peine, il force. Et puis ça s'accélère fortement. Comme il y a des problèmes de déglutition, la salive rentrait dans les poumons, dans les bronches. En fait, il s'est tout fait avec sa salive. Il a arrêté de respirer, son cœur a battu une fois et après c'était terminé. Voilà. Et il a été pris par la justice parce qu'il y avait une demande d'autopsie. Voilà. Puis on l'a enterré le 20 octobre. Suite à ça, au niveau médical, c'est terminé et il revient vers l'activité judiciaire. La brigade criminelle a montré qu'au moment de l'arrêt cardiaque, cette nourrice Béatrice était toute seule avec nos enfants. Et malgré tous ces éléments médicaux et l'enquête de police, elle n'a pas été mise en examen. Nous, on a poussé pour que son agrément soit suspendu. Début février 2015, expertise, qui a montré que notre fils a été secoué 3 fois. Elle n'a pas été emprisonnée, ce qui est pour un crime, ce qui est un peu... Son agrément a été définitivement suspendu. Et puis après, elle a commencé à reconnaître le secouement du 29 septembre, là où il a fait un arrêt cardio-respiratoire. C'était le plus simple à reconnaître, parce qu'il a fait un arrêt. Donc il s'est passé bien quelque chose de compliqué. Puis on a eu le procès. Mi-octobre 2018, pendant 2 jours, qu'il a condamné à 7 ans de prison ferme et 5 ans d'interdiction d'exercer. On n'a eu pas d'excuses, très peu d'explications, parce qu'on avait beaucoup de questions. Est-ce que notre grand avait vu Tom se faire secouer? Est-ce qu'il avait subi aussi des violences? Est-ce que d'autres enfants aussi ont été maltraités, etc. Nos enfants étaient gardés en même temps que des jumeaux, qui avaient 3 ans, qui étaient en périscolaire, donc c'était pas tout le temps. Donc la maman, on a témoigné là-bas, et on s'attendait à un énième... témoignage, comme quoi c'est une femme exceptionnelle, etc. Et en fait, dès qu'elle arrive à la barre, cette maman est fondue en sanglots. Et elle nous a dit, voilà, lors de l'apprentissage à l'école, on a détecté un souci d'apprentissage pour notre fille. On a fait des examens et on s'est rendu compte qu'elle était aveugle et sourde en partie de côté droit. Et ça fait penser au syndrome du Bessoguet, qu'on a un 2e enfant qui a été secoué. Donc une enquête devait être ouverte et aujourd'hui on ne sait pas où c'en est. Mon deuil a commencé juste avant le procès. Pendant 4 ans, j'ai accumulé beaucoup de colère. Parce que j'avais pas vu ce qui s'était passé, j'avais pas réussi à le sauver, j'avais pas joué mon rôle de père. Ça fait que j'ai fait beaucoup de prévention. C'est aussi un moyen que j'ai eu pour m'en sortir. Donc pour mon grand, pour l'accompagner, il avait 2 ans, et puis il a commencé à nous poser des questions. À 2 ans, on comprend les choses, avec comme les yeux d'un enfant, mais il n'est pas stupide. Donc on a essayé de répondre à son besoin. Avec les psychologues, on a cherché vraiment des outils pédagogiques, des livres qui pouvaient l'aider, et ça n'existait pas. Et puis au bout d'1 an, j'ai écrit un livre jeunesse pour aborder le syndrome du Bessoguet de façon bienveillante, mais dans une histoire globale. Parce que venir avec le syndrome du Bessoguet cash comme ça, j'ai toujours voulu terminer dans mes 2 livres sur un message d'espoir, parce que c'est ça qu'il faut retenir en fait. On a vécu le pire moment de notre vie, qu'on ait perdu notre enfant ou qu'on était secoué. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et sauf qu'on a vraiment la possibilité de s'en sortir, pour aborder ça simplement. Pour que ça soit un support pour les professionnels de santé et aussi pour les victimes, parce qu'on se rend compte qu'il y a des parents victimes qui n'arrivent pas à expliquer à leur enfant ce qui s'est passé. Après, le deuil d'un enfant, c'est compliqué. C'est une épreuve personnelle. Le temps est un allié. C'est un travail extrêmement long. On fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, on avance. Après, c'est aussi accepter aussi un suivi psychologique, mettre des mots sur des émotions, et ça aide aussi à guérir.
Et c'est aussi prouver aussi à cette Béatrice, au syndrome des bébés secoués, que ça ne nous a pas tués. On a le droit de vivre aussi. On vit avec ça. Les premières années, ça a été très compliqué. Les dates d'anniversaire, son anniversaire le 7 juin, ça a été très difficile à vivre. La première année où les dates d'anniversaire m'ont très peu affecté ou quasiment rien, c'est l'année dernière, 7 ans après. Quand on me dit toujours, t'as combien d'enfants, Bertrand? Longtemps, j'ai hésité, 4, 3. Alors des fois, je disais 4 à l'un, 3 à l'autre. Maintenant, je dis, j'ai 3 à la maison. J'en ai 4 en tout, mais 3 à la maison. J'ai eu mon Taz, comme je l'appelle, et puis j'ai une petite princesse en 2017. Voilà. Et donc, ça nous aide à avancer. J'ai essayé de casser ce tabou qu'est la maltraitance infantile, le syndrome du bébé secoué, pour que la mort de mon fils serve. Moi, j'ai vu mon fils mourir dans mes bras. C'est un devoir de ma part de partager ça, en parler, pour au moins sauver un bébé. J'aurais au moins fait quelque chose d'utile. Et j'espère que Tom est un peu fier de ça.